Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture sur ma chaîne. Comme dans chaque bilan lecture, je vais diviser cette vidéo selon les genres de manga que je vais vous présenter. Je vais commencer avec un seinen, puis avec un shoujo, un global manga et je conclurai avec la plus grosse partie de cette vidéo qui sera consacrée au shonen. Je commence avec le tome 10 de Nozokiana de Wakona publié chez Kurokawa. Seinen terminé au Japon en 13 tomes et le tome 11 est prévu en France pour le 8 janvier. Je ne lis pas énormément de seinen érotiques, mais c'est un titre qui va assurément me manquer quand il va se terminer et il va probablement se terminer en l'année 2015. Que se passe-t-il dans ce tome 10? On a l'arrivée d'un nouveau personnage et comme à chaque fois dans ce genre de manga, quand il y a un nouveau personnage, c'est le personnage qui vient pour foutre la pagaille. Voilà, le couple, la pseudo-relation entre nos deux protagonistes est déjà assez compliquée. On ne sait pas à quoi elle va aboutir et il y a toujours des personnages qui vont se mettre en travers de leur chemin pour leur pourrir l'existence. Ce sont des personnages un petit peu éclairs, mais là ce personnage nous permet d'en savoir un tout petit peu plus sur le passé d'Emelu, de comprendre voilà, qu'elle n'a pas eu un passé très joyeux, mais bon on s'en doutait avec un petit peu le personnage, on comprenait que c'est un personnage qui a un passé assez douloureux. À part cela, beaucoup de scènes de sexe dans ce tome-là, mais bon, c'est assez plaisant à suivre dans le sens où les scènes de sexe contrastent, comme je l'ai déjà dit, avec des scènes beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes. L'auteur gère assez bien dans chacun de ces tomes la part d'érotisme, mais également la part de scénario. Et voilà, cette trame scénaristique qui est parfois assez sombre, parfois triste, des petites scènes légères au milieu qui allègent un petit peu le tout et qui en fait un titre très plaisant à suivre et qui va vraiment me manquer. Voilà, je sais qu'il reste que 3 tomes et ça va être juste horrible quand ça va se terminer. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin. Personnellement j'adore et j'adore surtout le travail qui est fourni sur les couvertures. Je trouve que Kurokawa a très bien repris les couvertures japonaises. Et la couverture du tome 11 est juste magnifique, vous pouvez la voir par exemple sur Manga News. Un très bon seinen érotique que je ne conseille pas à tout le monde car c'est tout de même un titre qui reste interdit au moins de 16 ans. Je continue avec le tome 2 de Say I Love You de Kanaya Azuki, c'est publié chez Pika. Shoujo toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus. Le tome 3 est prévu pour le 7 janvier et le tome 4 pour le 4 mars. Je vous ai fait une découverte manga à propos de ce shoujo, un premier tome qui m'avait extrêmement plu et pourtant j'avais hésité à commencer la série du fait qu'elle compte déjà 13 tomes toujours en cours au Japon et pour moi un shoujo aussi long. Le tome 2, il est à la hauteur du tome 1, c'est-à-dire très plaisant à suivre. Très classique, c'est vraiment pas le shoujo ultra révolutionnaire, ça utilise les bases du shoujo, les codes que l'on connaît des shoujo, totalement classiques. Cette héroïne qui est un petit peu en marge, alors elle se prend toujours des réflexions ultra méchantes et même des fois vulgaires dans la tronche. Voilà, faut dire que le manga est parfois un petit peu cru, je trouve, pour un shoujo. Voilà, ce n'est pas du tout un josei, c'est vraiment un shoujo pour jeunes filles, donc à la base. Et je trouve que certains termes, surtout à la fin du tome, sont un petit peu hard. Voilà, ça m'a un petit peu choquée. Cette jeune fille martyrisée, qui est un petit peu le vilain petit canard, qui va se retrouver avec le BG de l'école, qui est convoité par toutes les nanas. C'est un pitch de départ qu'on a déjà vu, c'est absolument rien d'extraordinaire. Le gars est bien sûr juste magnifique, mais en plus d'être magnifique, il a une certaine profondeur du fait qu'il est très gentil, tout ça. Qui est ce qui se cache derrière ce personnage très gentil. Mais déjà que Yamato a un petit peu du mal à apprivoiser, je dirais, Mei, il y a toujours des personnages qui vont se mettre là encore au milieu de leur route. D'une part, un personnage qui va s'intéresser tout particulièrement à Mei, voilà, juste pas parce que c'est une fille extrêmement jolie, non, mais c'est justement une fille un petit peu bizarre. Et pourquoi on lui porte autant d'attention? C'est qu'il doit y avoir quelque chose que les autres n'ont pas vu et que Yamato, lui, a su voir. Et Yamato, bien sûr, il est toujours harcelé par un tas de filles qui veulent juste être avec lui, dont une fille qui a une histoire un peu particulière et dont on a un flashback dans ce tome 2 qui explique, voilà, depuis quand elle est amoureuse de lui et surtout la relation un petit peu bizarre qu'elle a entretenue avec lui. Je suis extrêmement fan des dessins, là je sais que ça peut freiner pas mal d'entre vous, voilà, pour ceux qui hésitent un peu à se lancer dans l'histoire, qui disent est-ce que c'est très typé shoujo? Oui, c'est clairement très typé shoujo. Mais bon, je trouve les couvertures franchement sympas. Je ne sais pas s'il s'agit des mêmes couvertures Jap, j'ai vraiment pas fait attention à cela. Faut dire, il y a tellement de couvertures Jap de sortie que voilà. Mais c'est un très bon shoujo jusque-là que je continuerai avec plaisir. Je continue avec le tome 3 du Protectorat de l'Ombrelle. Donc ce tome 3 s'appelle Sans honte de Gail Carriger et Rem, publié chez Pika dans leur collection Black Moon Graphics. Donc il s'agit bien évidemment du dernier tome qui est paru au mois d'octobre en France.
mais je ne sais vraiment pas s'il s'agit du tout dernier tome, car j'ai vu sur Manga News qu'il y avait marqué 3 tomes sur 3, en gros que la série était terminée. Mais si vous regardez là, en fait, vous pouvez voir qu'il y a 5 romans, parce que bon, il faut bien savoir que c'est une adaptation de romans, et il y a 5 romans, voilà, le Protectorat de l'Ombrelle compte 5 romans. Donc est-ce que les 2 derniers seront adaptés ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 3? Alors déjà, si vous voulez mon avis sur les 2 premiers tomes, j'en ai fait une découverte manga, je pense assez complète, où je vous dis mon avis des 2 premiers tomes. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo. Ce tome 3, je l'ai trouvé assez sombre. La fin du tome 2 présageait un tome 3 assez voilà, sombre par rapport à ce qui arrivait à Alexia. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome, on voit pas mal les loups-garous. Je trouvais qu'on ne les voyait pas assez, on voyait beaucoup les vampires dans les 2 premiers tomes, alors que c'est un univers, il faut savoir c'est un univers victorien, un mélange de victorien, de steampunk, de vampires et de loups-garous. Bref, il y a pas mal de choses. Et dans ce tome 3, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur les loups-garous. Je trouve que l'histoire prend une tournure assez sombre, même s'il y a toujours un petit fond d'humour. Voilà, ça c'est toujours plaisant, il y a des petits gags, c'est pas très drôle, mais bon, c'est assez rafraîchissant. Ce tome est pas mal fourni en pages couleurs et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Parce que c'est des tomes, il faut savoir, c'est un petit peu cher, je vous l'avais déjà dit, ils sont à 12,90 €. Bon voilà, vous voyez que c'est pas tout à fait un format manga, c'est un format un petit peu plus grand. La qualité est vraiment magnifique et vous avez pas mal de pages couleurs, ce qui est assez plaisant. Je n'ai toujours pas lu les romans qui sont à la base de cette histoire, ils ne m'intéressent pas plus que cela à vrai dire. Je me contente de cette version graphique qui est pas mal selon moi. C'est pas hyper transcendant, mais si vous aimez les histoires de loups-garous et de vampires, ça pourrait vous plaire. J'enchaîne à présent avec la plus grosse partie de cette vidéo qui va être consacrée au shonen. Et je commence avec du très très lourd, puisqu'il s'agit du tome 8 de Alice in Borderland de Alohaso, c'est publié chez Delcourt. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus et le tome 9 est prévu en France pour le 7 janvier. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Alice in Borderland c'est vraiment un titre, un survival game que je conseille énormément car à mon sens il n'est pas assez connu, on n'en fait pas assez de pub et pourtant le niveau est là mais pire que là. Que se passe-t-il dans ce tome 8? Petite particularité, ce tome 8 commence par un chapitre bonus, une histoire totalement HS. Alors on pourrait trouver ça déplaisant dans certains mangas, l'auteur essaie de gratter des pages, il nous raconte une histoire dont on n'a rien à faire, on a juste envie qu'il se concentre sur sa trame principale, ce qui est déjà assez intéressant, mais non, il nous propose une histoire bonus, en plus au début du tome. Mais cette histoire bonus, comme dans toutes les histoires bonus que vous pourrez lire dans Alice in Borderland, est juste génialissime. Qu'est-ce que ce chapitre bonus au final? Il s'agit tout simplement d'une histoire de quelques personnages qui vont se retrouver à participer à un jeu à Borderland. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'était déjà le cas dans un précédent chapitre bonus d'un précédent tome. Et ils vont participer à un jeu. Voilà, ce chapitre est uniquement sur un jeu, mais c'est juste génialissime parce que c'est extrêmement imprévisible. Vous ne savez vraiment pas qui va survivre, et c'est vraiment la force de ce manga, même dans la trame principale. Vous vous attachez au personnage, mais vous ne savez pas qui peut mourir d'un tome sur l'autre. Et c'est surtout la fin de ce chapitre bonus qui est juste époustouflante. On ne s'y attend absolument pas, personnellement je ne m'y attendais pas. Je compare un petit peu la fin de ce chapitre bonus à la fin du tout premier film Saw, où vous restez bête en fait sur la scène finale, vous vous dites mon Dieu mais comme c'est hyper bien pensé, tellement on ne s'y attend pas. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti à la fin du chapitre bonus au début de ce tome 8. Alors après, le tome 8 en question. On commence par une grosse partie de blabla entre les personnages. Voilà, la partie vraiment jeu d'horreur à la plage est terminée. Voilà, cette chasse aux sorcières est enfin finie. Donc on pourrait croire que ça y est, c'est la paix, tout le monde revient sur de bonnes bases. Oui, pendant un temps, les personnages ont l'air détendus, calmes, etc. Bien évidemment, à Borderlands, ça ne peut pas rester comme ça. Il y avait une certaine pause dans le jeu. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. Ça reste assez flou. Dans ce tome 8, on apprend encore quelques trucs à propos de Borderlands et c'est vraiment la force de ce manga. C'est que l'auteur arrive à nous donner des petites informations de ci, de là, juste assez pour nous passionner, mais en même temps, voilà, il va pas vous gâcher tout le plaisir. Vous allez juste avoir envie d'acheter le tome d'après, le tome d'après et le tome d'après. Et au milieu de ce tome, je dirais pas à la fin, mais on va dire à peu près au milieu, nos héros se retrouvent à participer à un nouveau jeu, mais là c'est un petit peu le jeu ultime. Alors je ne sais pas si ça annonce plus ou moins une fin prochaine au manga, je ne pense pas car ils sont quand même assez loin de la fin. Si on imagine qu'il y a une fin possible et une fin heureuse pour eux, eux-mêmes en doutent un petit peu, mais c'est vraiment... Vous comprenez qu'ils vont affronter des personnages encore plus puissants, armés,
mais en plus déterminé à tous les massacrer. Et la fin de ce tome va vous laisser sur un super suspense puisqu'on a le retour d'un ancien personnage, voilà. En gros, je ne suis pas mort, je reviens. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, mais c'est vraiment le petit twist final qui est juste génial. Et donc c'est vraiment un survival game que je vous conseille si vous êtes encore une fois passé à côté. Niveau dessin, j'essaie de rien vous spoiler, mais c'est vraiment très sympathique. Voilà. Bref, je n'en dirai pas plus à propos de ce tome 8. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez à quel point il est génial. Et pour ceux qui n'ont toujours pas tenté la série, vraiment un titre que je vous conseille si vous cherchez un survival game de très bon niveau qui saura vous tenir en haleine malgré le fait qu'il soit toujours en cours et qu'il y ait déjà pas mal de tomes au Japon. Je continue avec le tome 4 de JoJo's Bizarre Adventure, la saison 1 Phantom Blood de Hirohiko Araki, publié chez Tonkam. La réimpression des 5 tomes de Phantom Blood est à présent terminée en France. Le tome 5 est sorti en ce mois de novembre. Je l'ai lu, je sais déjà comment se conclut la série, j'en parlerai dans mon prochain bilan lecture. Là, je vais vous parler très vite du tome 4. Il n'y a pas énormément de choses à dire. JoJo's Bizarre Adventure, surtout cette partie-là, déjà je l'avais regardée en bonne partie en anime. Donc je savais à peu près tout ce qui allait se passer. Ça n'a pas été la méga surprise du siècle. Surtout la fin du tome 5, je savais à quoi m'attendre. Et ce tome 4, il n'y a pas énormément voilà, de révélations, de trucs wouh, génial à vous raconter. C'est beaucoup de combats. Ne cherchez pas, le pitch de départ, ça va être Jojo versus Dio. On va toujours se retrouver à cette histoire-là. Et avant d'arriver à Dio, il y a bien sûr tous les sous-fifres de Dio, alors sous formes diverses et variées, sous forme de morts-vivants, etc. C'est super, vraiment, c'est bourré d'action. Niveau chara-design, ça ressemble énormément pour le coup, comme je vous l'ai déjà dit, à Hokuto no Ken. Vu qu'il s'agit d'un manga, il commence à dater un petit peu, clairement. Aucun rapport si vous avez commencé par la saison 3 ou 7, vous retombez là-dedans, vous vous dites... Je vous montre la couverture qui est quand même magnifique, je trouve. Alors c'est pas vraiment le titre que je vous conseille, mais bon, si vous voulez vous lancer dans JoJo's Bizarre Adventure, après tout, à présent, vous pouvez commencer par cette saison 1 qui est intégralement sortie. Ce n'est selon moi pas la meilleure saison de JoJo. Clairement, j'ai préféré pour l'instant la saison 3 à cette saison 1. Mais je me jetterai à coup sûr sur la saison 2 quand elle sera rééditée à partir du mois de janvier. Je continue avec le tome 6 de Haikyuu, les As du volet de Haruichi Furudate, c'est publié chez Kazemanga. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 14 tomes de parus. Le tome 7 est prévu en France pour le 17 décembre, alors je sais pas trop ce que Kaze fout avec ses dates de sortie, il y a des dates qui bougent. Kids on the Slope était prévu pour décembre, il est avancé à novembre. What the fuck, j'ai envie de vous dire, mais bon, je ne sais pas trop ce que fout Kaze avec ses dates, peu importe. Et le tome 8 est prévu pour le 4 février. J'ai pas énormément de choses à vous dire, voilà, comme JoJo's Bizarre Adventure, j'ai pas grand chose à vous dire, du simple fait que ça suit la continuité de l'histoire, c'est-à-dire dans le cas d'un manga sport, ça suit différents matchs. Des matchs de plus en plus complexes qui vont mener nos héros de plus en plus haut, du moins on l'espère. Des matchs extrêmement dynamiques et qui ont la particularité voilà, d'être assez surprenants des fois parce qu'on ne s'attend pas spécialement à ce qu'ils gagnent toujours. Ils ne gagnent pas toujours, heureusement, parce que sinon ça serait un petit peu chiant et je pense que j'aurais lâché l'affaire depuis déjà un petit moment. On a l'arrivée de personnages qui se veulent plus puissants. Voilà, c'est toujours comme ça, on va toujours tomber sur des personnages de plus en plus forts qui ont des capacités juste hors normes, mais qui restent humains. Voilà, on n'est pas dans le délire Colocos Basket où ils ont des capacités totalement inhumaines. Là, non, c'est beaucoup plus réaliste. On a pas mal de techniques qui sont décrites du volley. Ça peut être bon à prendre ou pas si on s'intéresse au sport. Personnellement, je déteste le sport de manière générale, donc je ne m'intéresse absolument pas aux règles du volley, aux techniques de volley, tout ça. Mais voilà, c'est des petites annexes qui sont rajoutées et qui peuvent être intéressantes si le sport en question vous intéresse. C'est vraiment une série qui est très rafraîchissante. Comme je l'ai dit déjà pour les premiers tomes, c'est très plaisant à suivre, il y a beaucoup d'humour. Les personnages principaux sont très attachants, voilà, on a envie qu'ils réussissent malgré toutes les galères qu'ils ont rencontrées eux aussi. Voilà, dans tous les mangas sport, ça rencontre des galères, ça n'arrive pas à arriver au sommet d'un coup, ça serait trop drôle. Si vous cherchez un petit shonen sport, bon, pour le coup, il y a pas mal de tomes de sortie et on sent que ça va être une grosse série, même si, bon, si ça pouvait faire une vingtaine de tomes, je pense que ça serait suffisant. C'est un titre que je conseille, voilà, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, que vous aimiez ou pas le sport, je trouve que ça passe. Je continue avec le tome 40 de Fairy Tail de Hiromashima, publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 46 tomes de parus. Le tome 41 est prévu pour le 3 décembre. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il sortira finalement ou pas en version collector, mais il était annoncé une version collector pour ce tome 41, mais je n'en entends plus parler depuis quelques temps. Donc je ne sais pas si ça a été laissé tomber ou si on aura bien
une version collector du tome 41. Affaire à suivre en décembre. Le tome 42 est lui prévu pour le 7 janvier. Oui, alors Pika va peut-être nous proposer un tome par mois, c'est un petit peu bizarre, mais bon, que voulez-vous. Et le tome 43 sortira quant à lui le 4 mars. Des sorties assez rapprochées. Mais bon, on va pas se plaindre parce que c'est vraiment un shonen qui se lit hyper vite et c'est toujours plaisant d'avoir un nouveau tome à lire. Alors je sais ce que vous allez me dire, beaucoup d'entre vous ont lâché l'affaire avec Fairy Tail pour son côté trop ecchi, fanservice, etc. Il y a trop de boobs, ça sert à rien, pourquoi l'auteur il nous fout ça partout? Alors oui, je suis totalement d'accord, on en voit énormément, beaucoup plus que dans les premiers tomes de la série, ça, on ne voit que ça à certains moments. Mais je trouve quand même que l'histoire garde de son intérêt. Que se passe-t-il dans ce tome 40? On a enfin l'arc de ce grand tournoi de la magie qui paraissait interminable, bien qu'il était génial et que les tomes se lisaient à une vitesse incroyable. On a enfin la résolution de tout ça, plus ou moins bien pour certains personnages, je n'en dirai pas plus. Je ne vais pas évidemment vous spoiler comment ça se conclut, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome précédent qui fait que voilà, le tome commençait sur quelque chose d'assez dynamique. Suite à cela, on a une période un peu plus calme, un petit peu à la manière d'Alice in Borderland, c'est-à-dire voilà, ils ont une période assez compliquée, il y a eu beaucoup de combats, de morts, etc., de périodes difficiles. Et il y a cette petite période de pause, et vous savez que cette période de pause, ça va être la transition avec un nouvel arc. Ce nouvel arc va commencer plus ou moins à la fin de ce tome 40, mais je pense qu'il commencera complètement dans le tome 41. Alors pour l'instant, ce nouvel arc reste assez mystérieux, mais il commence par des missions à accomplir pour la guilde de Fairy Tail. Et on a le retour de certains personnages, voilà, des personnages que pas qu'on pensait morts, mais qu'on pensait du moins vaincus et donc laissés de côté. Ces personnages-là vont revenir bien évidemment pour réaffronter Fairy Tail. Voilà, c'est toujours un petit peu interminable ce genre d'histoire, vous me direz, mais bon, peu importe, je trouve cela très plaisant. J'essaye de rien vous spoiler car il y a quand même pas mal d'éléments dans ce tome. Voilà, le genre d'image qui ne vous spoilera rien. Au moins je suis sûre. À la fin de ce tome, on a même l'image du tome 41. Aperçu du tome 41. Pour ceux qui lisent les scans, certains m'ont dit que l'histoire avait l'air de se rapprocher de la fin. Voilà où ils en étaient niveau lecture, ça avait l'air de toucher plus ou moins à la fin du manga. Petite parenthèse, juste en lisant ce tout petit passage de Hirobashima lui-même, où il explique c'est le tome 40, ça commence à être une série vraiment longue, mais ça ne va pas s'arrêter là, ce tome marque la fin du long tournoi de la magie et le début d'une nouvelle histoire. J'ai prévu de faire intervenir beaucoup de nouveaux personnages à bientôt. Mais bref, il a l'air de nous dire que je suis au tome 40, vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini. Ce qui ne me surprend pas tant que ça marche, pourquoi s'arrêter après tout? Pour moi, pour l'instant, le niveau n'est pas redescendu dans Fairy Tail comme il est redescendu clairement dans Bleach. Voilà, Bleach, il est temps que ça s'arrête. Naruto, apparemment, il était temps que ça s'arrête. Heureusement, ça s'est arrêté. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans les derniers tomes de Naruto. Je ne suis absolument pas à jour niveau lecture. J'en reviens 5 secondes à Fairy Tail. Mais par contre, voilà, ce tome 40, moi, il me convient toujours autant. Je n'attends pas énormément de choses de la série. Je sais que c'est un shonen qui est assez basique, qui est fait pour plaire à tout le monde, etc. Ce que tout le monde en dit. Mais pour moi, c'est un titre qui vaut quand même le détour, même si, bon, il y a quand même déjà 40 tomes de sortie. Et je conclus avec du lourd, du très lourd. Un tome que j'ai énormément apprécié, mais que je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas vraiment beaucoup apprécié du tout. Il s'agit du tome 10 de L'attaque des titans de Hajime Isayama, publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 15 tomes de parus, mais si vous avez suivi un petit peu toutes les news qu'on peut se dire à propos de la série, on sait que l'auteur a prévu de l'arrêter d'ici 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, par là. Donc on sait que la série fera à peu près 25 tomes. Grosso modo, ça va être ça sera moins de 30 tomes, ça c'est sûr, et c'est tant mieux. Le tome 11 est prévu pour le 7 janvier, et autant vous dire, vu la fin de ce tome 10, le 7 janvier, ça me paraît juste hyper loin. Et le tome 12 est prévu en France pour le 4 mars. Alors ce tome 10, je crois que je l'ai lu un petit peu après tout le monde, puisqu'il est sorti fin octobre. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, voilà, où je parlais un petit peu du fait qu'en octobre, j'ai pas pu lire, j'ai déménagé, etc. Ce tome 10, je l'ai laissé un petit peu de côté en me disant il faudra que je le lise, mais en même temps, c'était pas spécialement une priorité, même si j'avais adoré le tome 9, j'étais pas spécialement pressée de lire ce tome 10. Mais le souci, c'est qu'on m'en a beaucoup parlé, j'ai même eu peur qu'on me le spoil d'ailleurs, heureusement, on ne m'a rien spoilé, mais on m'a fait comprendre il faut que tu lises parce que soit tu vas le trouver génial, soit tu vas le trouver nul. Il y en a qui ont adoré ce qui se passe dans ce tome 10, et il y en a qui ont dit mais mon Dieu, mais où va l'auteur? Alors au début, j'ai pas trop compris, je commençais le tome commence, bon, la continuité du tome 9, normal. On a une grosse révélation à propos d'un personnage auquel je m'attendais pas trop, mais bon, révélation assez importante à peu près, ouais, dans le début, même pas la moitié du tome. Mais c'est surtout la fin de ce tome 10 qui a fait, je dirais, un petit peu polémique, dans le sens où il y en a comme moi qui sont restés en mode what the fuck, mais c'est génial ce que l'auteur a fait. Alors c'est génial, il faut voir ce qu'il en fera dans le tome suivant.
Et il y a ceux qui se disent what the fuck, donc, mais dans le sens plutôt négatif de la phrase. Je tiens à faire une petite parenthèse à propos de ma vidéo In My Mailbox où je vous parlais de Before the Fall, le spin-off de l'attaque des titans, et où j'ai fait une bourde monumentale en parlant de ce tome. Alors il faut savoir, cette vidéo là, c'était une vidéo que j'ai dû retourner parce que j'ai eu des soucis, voilà, avec mon appareil photo. Bref, j'ai dû retourner cette vidéo un petit peu à l'arrache en mode je la refais, mais ça me gave entre guillemets un petit peu de me répéter 2 fois. Et du coup, j'ai fait la bourde monumentale de vous dire qu'il s'agissait du même auteur, même dessinateur, etc. Et ce n'est absolument pas le cas. Le pire, c'est que je le savais parce que je l'avais noté. Et le pire, c'est que ça ne se ressemblait vraiment pas niveau dessin. C'est que ça m'a même pas frappé sur le coup. Je dis, oh, les dessins sont exactement les mêmes. Non. Je ne m'en suis pas rendu compte en publiant la vidéo de cette bourde juste horrible. Voilà, vous me l'avez fait remarquer. Donc je tenais à m'excuser de cette erreur. Vraiment une erreur d'inattention de ma part. Donc voilà. Excusez-moi. Je conclurai à propos de ce tome 10 en disant que pour moi il s'agit d'un très bon tome. J'ai vraiment hâte de lire le tome 11 en janvier. Je sais que pas mal d'entre vous m'ont dit que la série par la suite, ça se dégradait, c'était plus aussi passionnant qu'au début, qu'on voyait moins les titans, etc. Enfin bon, que l'histoire en fait s'éloignait du pitch de départ qui était vraiment génial. Je ne sais pas, personnellement je ne lis pas les scans comme vous le savez, donc je ne peux pas dire oui je sais que je vais décrocher d'ici 3 tomes. Je continuerai à acheter les tomes comme d'habitude et je verrai bien si d'ici quelques mois je vous annonce que je mets la série en pause parce qu'elle m'a gavé. Mais honnêtement je ne le pense pas, ou du moins je ne l'espère pas. Ainsi s'achève ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez un avis différent du mien à propos de ces lectures, si peut-être certains de ces mangas vous tentent ou vous ont déçu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.